Bonjour à toutes et à tous. Bonjour. On va attendre quelques instants que tout le monde puisse se connecter avant de démarrer notre webinaire. Bon, on peut peut-être juste commencer par se présenter. Notre webinaire stratégie de sauvegarde, quel choix privilégier pour sécuriser votre SI. Je suis Thomas Deschamps, je suis ingénieur commercial pour Netwise depuis 3 ans et ça fait un peu plus de 10 ans que je travaille sur tout ce qui touche au stockage et au système. Et je suis accompagné aujourd'hui de Laurent Bayerlet. Voilà, donc ingénieur commercial également chez Netwise. Alors moi, j'ai un peu plus ancien. J'ai commencé ma carrière chez 2 intégrateurs avant d'intégrer OMCDL pendant 19 ans et j'ai rejoint l'équipe Netwise au mois de mai. Voilà, et donc ça fait effectivement quelques années que nous sommes dans l'IT et dans l'infrastructure en particulier. Très bien. Donc, tout le long du webinaire, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans le chat. Si vous êtes timide, vous pouvez utiliser aussi la fonction question qui ne montre pas votre question aux autres participants. Et on fera en sorte d'y répondre au mieux. Donc voilà, n'hésitez pas, pour que ce soit très interactif, c'est toujours plus sympathique de pouvoir répondre à vos questions en direct. Alors, NetWest, qui sommes-nous? Nous sommes donc un cloud service provider français. On propose un cloud souverain et nous sommes également hébergeurs de données de santé. NetWest existe depuis 15 ans, voire un petit peu plus. Nous sommes une soixantaine de collaborateurs et avons déjà à peu près 250 clients fidèles depuis quelques temps. Thomas, si tu veux. Non, c'est juste pour préciser, il y a un petit logo en bas qui est important, qui est l'hébergement de données de santé, l'ISO 27001, qui sont les témoignages du soin qu'on apporte aux enjeux liés à la sécurité. Et la sauvegarde en fait partie, puisque c'est le thème du webinaire aujourd'hui. Absolument. Donc, en 2024, la sauvegarde n'est plus une option. Pourquoi on pose cette affirmation? Parce qu'on voit depuis plusieurs années une augmentation significative du nombre de cyberattaques, essentiellement depuis 2019-2020, et que ces cyberattaques visent non seulement à crypter les données et pour extorquer de l'argent aux entreprises, mais les données sont aussi prises pour cible, pour être extraites et ensuite soit divulguées, soit leur non-divulgation est changée contre de l'argent. Dans tous les cas, c'est sinistre, donc ces incidents de sécurité sont dommageables pour l'image de la société, pour la confiance des tiers envers cette société, pour la conformité aussi réglementaire et la protection de la donnée, notamment personnelle. Donc, on a d'une part cette augmentation du nombre de cyberattaques, on a une diversification du mode opératoire, et tout ça dans un contexte où les infrastructures sont de plus en plus dispersées entre le local, le cloud privé de proximité d'un partenaire intégrateur local et les hyperscalers, donc le cloud public des géants essentiellement américains. Et là où il y a encore une dizaine, quinzaine d'années, la sauvegarde était surtout un outil pour l'administrateur système en cas d'incident technique ou en cas de mauvaise manipulation d'un utilisateur. Aujourd'hui, c'est devenu une composante de la résilience de l'entreprise face à cette menace. Aujourd'hui, il y a un chiffre qui est couramment communiqué, qui est que c'est à peu près les 3/4 des entreprises qui ont subi une cyberattaque et perdu des données déposent le bilan dans les 3 ans. Bon, ça se veut alarmiste, il faut le prendre avec des pincettes ce chiffre, puisqu'on ne sait pas le contexte qu'il peut y avoir aussi derrière. Hein. Mais toujours est-il que la sauvegarde aujourd'hui revient sur le devant de la scène depuis quelques années, plus sur cette thématique de protection de la donnée que de protection de l'IT au sens purement technique du terme. Oui, tout à fait, oui, c'est ce qu'on voit beaucoup aujourd'hui, hein, notamment au travers des cyberattaques, et c'est là où ça change un petit peu également, c'est que il y a encore 2-3 ans, vous aviez des attaques, vos données étaient chiffrées, donc la seule solution, c'était effectivement de restaurer vos données, ou alors de payer une rançon. Donc c'était plus une attaque visant les entreprises. Aujourd'hui, je crois que quasiment systématiquement, vos données sont non seulement chiffrées, donc pour vous empêcher de travailler, etc., et vous rançonnez, mais elles sont de toute manière quasiment systématiquement revendues sur le dark web. Donc c'est, je dirais que c'est les hackers maintenant c'est bénéfique sous
c'est deux formes, c'est vous payez et en plus, il ressort des sous des autres puisqu'elles sont systématiquement vendues. Donc, ouais, effectivement, la sauvegarde, c'est devenu, c'est plus une simple opération IT, comme tu le disais, c'est vraiment quelque chose de stratégique pour la survie de votre entreprise. Et donc, sauvegarder, c'est bien, c'est obligatoire, certes, mais aujourd'hui, ça ne suffit plus, il faut externaliser. Donc, pourquoi externaliser ces sauvegardes? Bien évidemment, on reste toujours sur le sinistre traditionnel, ça brûle, une inondation, tout ce que vous voulez. Donc, si vous avez et votre production et vos sauvegardes chez vous, vous pouvez perdre les deux. Donc, il faut nécessairement externaliser. Donc, ça, c'était effectivement, je dirais, des premières raisons historiques. Alors, il est vrai que souvent, ça pouvait rester dans d'autres bâtiments, etc. Mais aujourd'hui, on préfère externaliser plus loin. On essaie d'externaliser sous forme électronique, je dirais sous forme de réplication, chez un service provider ou je dirais un endroit où vous pouvez stocker vos données à l'extérieur de chez vous sous forme de réplication. Et puis surtout, on va essayer de déconnecter. Une fois que c'est fait, on va se déconnecter pour faire un premier rempart contre les cyberattaques, c'est-à-dire que si jamais vous êtes hacké, vous allez pouvoir, les hackers vont effectivement chiffrer vos données, éventuellement vos sauvegardes, puisque c'est quand même aussi une des premières choses que les hackers attaquent aujourd'hui, c'est les sauvegardes, mais ils ne pourront pas accéder à votre deuxième copie puisqu'elle sera déconnectée. Et puis, on externalise parce qu'on a des infrastructures qui sont de plus en plus complexes et qui sont, on le disait tout à l'heure, hybrides. Donc, vous avez des données qui sont locales, il y a des données qui sont dans le cloud. Donc, quoi qu'il en soit, quand vous sauvegardez, il faut sauvegarder tous ces endroits et en même temps externaliser. Et on externalise aussi beaucoup pour la gouvernance d'entreprise, pour les nouveaux standards de compliance ou de conformité réglementaire. Alors, c'était déjà le cas dans Dora pour tout ce qui était système bancaire, assurance, etc. Mais dans NIS 2, c'était aussi des choses qui sont effectivement préconisées et même rendues quasiment obligatoires. Bon, c'est vrai qu'on a perdu un petit peu de temps avec ce qui s'est passé au gouvernement. Quand on aura les décrets, ouais. Voilà, donc les décrets, on les attend, mais je pense que ça va arriver assez rapidement parce que ce sont vraiment des choses très importantes. Et puis, c'est aujourd'hui souvent des prérequis pour les assurances. Tu me le disais tout à l'heure, Thomas. Oui, c'est ça. Beaucoup d'assureurs maintenant mettent comme prérequis à la mise en place d'une garantie sur la perte d'exploitation liée au risque cyber, mettent en prérequis la présence d'une sauvegarde et d'une stratégie de protection de la donnée, de protection de l'activité, sans quoi ils refusent de couvrir ce risque. Je vous interromps. Oui. On a eu une petite question que je vous lis, qui est: que préconisez-vous comme type de stockage pour externaliser une sauvegarde? En fait, ce qui va être déterminant, on l'a dit, c'est de déconnecter, de décorréler complètement cette externalisation. Ce jeu de données, il faut qu'il soit le plus étanche possible de la donnée source pour éviter une propagation et qu'il puisse être cette roue de secours qu'on pourra aller chercher le moment venu. Il y a de ça 10 ans, 15 ans, ou même encore pour certains aujourd'hui, on utilisait de la bande magnétique, les fameuses bandes LTE. Ouais. C'est assez contraignant en manipulation, il faut gérer les cassettes, les rotations de cassettes, quand on relie, placer le lecteur sur le segment, enfin voilà, on a tous connu ça, c'est bien, ça nous donnait du travail, mais c'est pas toujours évident à manipuler, il y a le risque d'altération de la bande, mais là on peut pas dire autre chose que c'est déconnecté, puisque c'est même complètement hors du système. Aujourd'hui, il y a des... Hors de site, si on parle avec la bande. Bien sûr, c'était tout l'intérêt de la manœuvre. Aujourd'hui, avec l'augmentation des capacités telco et un certain nombre de nouvelles technologies qui sont apparues ces dernières années sur le stockage, on peut faire du stockage externalisé sur disque et avec une déconnexion de cette donnée, un isolement de cette donnée suffisant pour remplir la même fonction avec des logiques, on en parlera, d'immuabilité, de déconnexion réseau aussi. Voilà. Pour jouer ce rôle d'externalisation, ce qui va être déterminant, c'est ça, c'est en fait de répondre à ce besoin de déconnexion, d'isolement. Et après, le moyen technique, alors en effet, les bandes, historiquement, aujourd'hui, on a des moyens plus
plus commode à manipuler. Que les bandes, oui. Et plus scalable aussi. C'est clair, surtout que quand il fallait changer de type de technologie ou de version ou de génération de lecteurs, c'était pas toujours simple. Il fallait faire attention à la rupture des anciennes bornes, etc. Et puis, là, effectivement, comme tu le dis, passer sur du disque que l'on peut déconnecter, ça permet aussi, en cas de souci, on reconnecte et très, très rapidement, on peut récupérer ces données. C'est ça. Alors, on l'a vu, hein, externaliser des données est important, mais il faut également sécuriser ces données sauvegardées. Donc, on peut chiffrer ces données, donc c'est même, je pense, très important. En cas parce que en cas de vol, parce qu'on parlait de banque tout de suite, mais si jamais vous faites voler votre banque, on a accès à vos données. Donc, c'est quand même toujours bien de chiffrer ces données sauvegardées, ce qui apporte un deuxième rempart contre les cyberattaques, puisque lorsque un hacker va s'introduire chez vous, essayer de récupérer vos données, au moins tout ce qui est sauvegardé ne sera pas lisible par ces personnes et tout ce qui est externalisé également. Donc ça permet aussi vraiment de sécuriser ces données. On va contrôler les accès également, puisque tout le monde ne doit pas avoir accès aux sauvegardes et aux données sauvegardées, bien évidemment. On va limiter les accès, comme vous pouvez limiter l'accès à vos données de production. Certains utilisateurs ont le droit d'accéder à certaines applications, les métiers à d'autres, les fichiers pareil. C'est exactement la même chose pour les sauvegardes. Il faut vraiment limiter les accès à ces données. Tu parlais d'immuabilité tout de suite, Thomas. Effectivement, on va aussi poser des verrous d'immuabilité sur ces données sauvegardées pour empêcher, les modifications, 2, la suppression, tout simplement. Donc c'est un troisième rempart encore contre les cyberattaques et diversifier les backends. Vous sauvegardez sur de la bande ou du disque, on va répliquer ces données et les mettre ailleurs, les sécuriser sur du disque, peut-être différent. On parlait peut-être de stockage type objet. Voilà, c'est des choses qu'il faut mettre en place pour encore faire des ruptures de protocole qui sont extrêmement importantes dans ces cas-là. Donc là, en fait, ce qu'il faut voir, c'est qu'on a les deux premiers points là, en orange, qui sont le deuxième rempart, qui travaille plus sur la confidentialité, qu'on ne puisse pas accéder à la donnée si c'est pas souhaité. Et en vert, les points qui touchent plus à l'intégrité, c'est-à-dire que la donnée soit fiable et donc qu'elle ne puisse pas être altérée. Et donc ça, c'est en multipliant ces remparts, en empilant ces remparts, en les cumulant, qu'on sécurise ces sauvegardes. Absolument. Et donc ces remparts-là, on peut les construire successivement ou en même temps et mettre plus ou moins d'efforts sur l'un ou l'autre selon la sensibilité qu'on y porte. Que l'on peut avoir, tout à fait. Et c'est vrai qu'on parle beaucoup de cyberattaques aujourd'hui. C'est vrai que notre discours est un peu tourné là autour ce matin parce que on se rend compte quand même que aujourd'hui, les incidents de production, il y en a peu finalement. Par contre, les cyberattaques, il y en a tout le temps. La question, c'est plus de savoir où, etc. C'est quand. On sait qu'on va se faire. Aujourd'hui, une entreprise sait qu'elle va se faire attaquer. Et c'est là-dessus, effectivement, que la sécurisation au sens large des sauvegardes est importante. Plus que des fois le perdre d'un disque, parce qu'en général, toutes les baies, tous les équipements informatiques sont ultra résilients maintenant. Vous pouvez même avoir 2 sites, donc vous êtes encore plus résilient. Mais c'est vrai que ce risque cyber est tellement important que c'est vraiment maintenant quasiment je ne vais pas dire la seule raison pour laquelle on backup, mais c'est vraiment. C'est devenu la raison numéro 1. Ouais. Voilà, c'est ça. C'est devenu la raison numéro 1. Mais donc là, on parle de sauvegarde. Une petite provocation, sauvegarder c'est bien, restaurer c'est mieux. C'est que le but à la fin, c'est quand même de pouvoir restaurer. Et c'est pour ça qu'il y a une hygiène à avoir sur le test régulier des sauvegardes. C'est-à-dire que les sauvegardes peuvent se dérouler, mais elles peuvent aussi échouer. Et donc, il faut s'assurer que le jeu de données qu'on a sauvegardé est consistant, donc qu'il est fiable, et qu'on est capable de repartir à partir de ces sauvegardes. C'est pour ça qu'il est important de tester régulièrement ces sauvegardes pour identifier s'il y a une faiblesse dans le processus de sauvegarde ou dans la mécanique de restauration. On peut aussi documenter les procédures de restauration de sorte qu'en cas d'incident, on puisse se rapprocher
à cette procédure, et aussi que la capacité à restaurer ne repose pas sur quelques personnes, mais que ce soit bien un processus documenté dans l'entreprise. Absolument. Et si on pousse le curseur un petit peu plus loin, si je sais restaurer et que j'ai documenté cette restauration, je suis pas très loin d'avoir mis en place un plan de reprise d'activité. Encore un petit peu de travail, mais c'est atteignable. Le plan de reprise d'activité, c'est ce qui va me permettre de m'assurer que ma reprise puisse être dans un temps contenu et avec un risque de perte de données mesurée. Et c'est bien souvent aussi ça que vont exiger des tiers. On pense aux commissaires aux comptes, on pense aux auditeurs, on va penser à ses propres clients même. Et ses clients, puisque c'est vrai que c'est une nouveauté avec NIS 2. Voilà, on va rassurer ses clients dans sa capacité à rester debout et à rester sécure et pour éviter effectivement tout problème. Ouais. C'est qu'aujourd'hui, la capacité d'une entreprise à protéger ses données, l'entreprise doit des preuves aux autorités. Avec NIS 2, il y a une petite nouveauté quand même qui est introduite, c'est que les entreprises qui sont soumises à la réglementation NIS 2 doivent elles-mêmes auditer leurs fournisseurs. C'est-à-dire que les entreprises sont auditées par leurs clients. On n'a pas envie de donner une mauvaise réponse à son client. On a envie de montrer patte blanche et d'avoir sa confiance. Exactement. Et puis même sans aller jusqu'à, je dirais, prouver ou enfin du moins répondre à l'ANSSI ou autre ou à certaines réglementations, ou même la plupart des clients maintenant mettent en place ce type de gouvernance parce que il faut rassurer ses propres fournisseurs, il faut rassurer ses propres clients dans sa capacité à protéger ses données et les données de ses clients et fournisseurs, parce que chaque entreprise a des données externes à on voit, nous, chez Nettoy, d'ailleurs, parce que quand nos clients se font auditer, bien souvent, ils se tournent vers nous pour apporter les réponses et les preuves. Il y a quelques années, les questions étaient souvent un peu bateau, voire un peu légères, et donc l'audit se passait très facilement. Oui. Aujourd'hui, les auditeurs savent de quoi ils parlent et ils attendent des preuves. Mmh. Et donc ça, ce genre de procédure et de documentation permet d'apporter cette preuve-là. Et j'ajoute un petit truc sur l'importance de la documentation là, que tu as soulevé tout à l'heure. Effectivement, la sauvegarde, c'est bien, restaurer, c'est encore mieux, bien sûr. Et je pense que la documentation est vraiment importante pour une raison aussi, tu le disais, pour que ça puisse être utilisé par des gens qui ne sont pas forcément du métier, ou si l'admin de backup est en vacances ou que sais-je. Mais c'est surtout qu'en général, quand on doit restaurer, c'est des moments de stress, surtout quand on a subi une cyberattaque, par exemple, ou un sinistre complet d'un bâtiment. On est souvent dans le stress et le fait de pouvoir se reposer sur quelque chose qui est écrit et qu'on doit dérouler, c'est beaucoup. On approche la restauration de manière beaucoup plus sereine et moins de stress et plus d'efficacité pour redémarrer le métier d'entreprise. Tout à fait. Je peux vous couper une nouvelle fois. Oui, alors justement, on a une nouvelle question autour du PCA. La question c'est, est-ce que pour assurer une reprise d'activité rapide, c'est pas plus bénéfique de mettre en place un PCA? Tu vas? Je vais te répondre. Donc PCA, plan de continuité d'activité, PRA, plan de reprise d'activité. À un moment, les gens ont présenté le PCA comme étant un plan de reprise d'activité instantané et sans perte de données. J'ai pas tout à fait cette lecture-là et je pense que Laurent partage mon point de vue. C'est deux dispositifs qui sont différents parce déjà c'est pas les mêmes moyens techniques et on ne se protège pas du même risque. Mm-hmm. Le PCA, on se protège d'une indisponibilité d'un site, c'est-à-dire qu'on a la capacité à poursuivre la production immédiatement sur une autre infrastructure, un autre site, en cas d'incident sur ce premier site. C'est un incident technique. Technique, électrique, système, réseau, telco, peu importe. Et c'est plus pour se prémunir d'un incident technique. Le PRA, lui, se basant sur les sauvegardes, on est plus pour se protéger d'une corruption de données malveillante parce que cyberattaque ou technique parce que emballement des systèmes. Une corruption, voilà, une perte, une suppression, une erreur humaine. Exactement. Voilà. Et donc, c'est deux risques différents. On a le risque technique, on a le risque données. Et il y en a un qui protège l'intégrité de la donnée, le PRA, et la sauvegarde surtout, et un qui protège la disponibilité du système d'information, c'est le PCA. Aujourd'hui, si vos données sont cryptées, endommagées, la réplication fonctionnera aussi très bien. Donc, votre PCA, il ne sera pas d'une grande utilité. Voilà. Donc voilà, c'est deux dispositifs qui ne poursuivent pas le même objectif, mais qui souvent ont été présentés ensemble et malheureusement, ça a pu créer la confusion. Mais c'est deux dispositifs qui ne sont pas forcément incompatibles entre eux. Ils sont complémentaires, tout à fait. Voilà, selon le besoin, l'enjeu métier,
ça peut valoir le coup d'avoir l'un et l'autre. Voilà. Absolument. Alors, la sauvegarde, comme on l'a vu là depuis le début de ce webinaire, elle touche à tout, finalement. C'est les métiers, c'est la donnée, c'est les équipements, etc. Donc, il faut vraiment que la sauvegarde aujourd'hui doit être agile. Ça devient la pierre angulaire de la résilience de votre entreprise, cette sauvegarde. Donc, il faut que ça s'intègre avec les infras que vous avez encore chez vous, bien évidemment, on-prem. Ça doit s'interfacer aussi et ça doit protéger des données qui sont dans le cloud, parce que je pense que tout le monde aujourd'hui a des données dans le cloud. Alors que ce soit de l'AVM chez AWS, Google ou Azure, mais ça peut être juste aussi vos mails ou vos données quand vous êtes chez Microsoft 365 ou des choses comme ça. En sachant que tous ces hyperscalers ne proposent pas réellement des vrais services de sauvegarde, donc il faut faire attention à son contrat. Il faut vraiment bien le lire, donc il est souvent nécessaire de sauvegarder. Et puis les infrastructures sont hybrides aujourd'hui. Vous avez effectivement peut-être un petit environnement de dev dans le cloud et puis la production chez vous. Et tout ça, ça doit se sauvegarder. Donc la sauvegarde doit être agile. Vous avez des utilisateurs qui sont de plus en plus mobiles, donc qui sont à l'extérieur de l'entreprise, disponibles de chez eux, dans le train, en déplacement. Donc voilà. Toutes ces choses-là font que l'infrastructure, la sauvegarde doit être agile. Et puis on a des applications qui sont toujours plus récentes, plus nouvelles, qui sont de plus en plus complexes même à protéger. Ça, et puis donc les métiers de l'entreprise, c'est-à-dire que les différentes données, les différentes charges de travail dans l'entreprise vont présenter des besoins différents en termes de sauvegarde, en stratégie de sauvegarde, en rapidité de restauration, en durée de rétention, entre la finance, le marketing, là où les activités cœur de métier, on va avoir des besoins de sauvegarde qui peuvent être différents, et donc la stratégie de sauvegarde doit s'adapter à ces métiers de l'entreprise. Et sur un plan plus technique, l'activité de l'entreprise peut croître, il peut y avoir une phase de croissance, organique ou externe. On peut avoir une décroissance de la donnée sur un pan parce qu'une application on-prem aura été migrée en SaaS, ou à l'inverse, une application qui avait été externalisée va être réinternalisée. Il faut que la solution de sauvegarde, la méthode de sauvegarde, puisse suivre ces évolutions liées à l'activité, à la hausse comme à la baisse. Oui, tout à fait. Ou quand croissance externe, on rachète une entreprise, il faut uniformiser le SI et la sauvegarde passe par là avec des applications qui sont nouvelles, des métiers qu'on ne connaît pas encore correctement, etc. Donc, il faut vraiment que cette sauvegarde soit le plus agile possible. Exactement. Donc, en conclusion, on l'a vu tout au long de ce webinaire, on a des nouvelles exigences pour le futur au niveau de la sauvegarde. Donc, on l'a vu, agilité, il faut que ce soit sécurisé, résilient, parce que de plus en plus, que ce soit les applications ou les métiers, demandent, on va dire, une disponibilité à 24/7. Les cyberattaques sont de plus en plus importantes, donc il faut vraiment que la sauvegarde puisse répondre à tous ces, combine toutes ces hypothèses et ces prérequis. Il faut externaliser, quoi qu'il en soit. Il faut toujours avoir au moins une copie de ces sauvegardes en dehors de son entreprise. Sécuriser, éventuellement mettre des verrous d'immuabilité pour empêcher la modification, la suppression, etc. Et puis, autant que faire se peut, effectivement, anticiper les besoins d'évolution de cette sauvegarde. Et puis, les bonnes pratiques, comme on le rappelle, je crois que c'est vraiment très, très important. Il faut faire des tests réguliers. Parce que sauvegarder, c'est bien, mais restaurer, c'est mieux. C'est vrai qu'on le répète beaucoup, mais une sauvegarde ne sert à rien si la restauration ne fonctionne pas ou si la donnée qu'on restaure est corrompue. Donc, il faut vraiment tester régulièrement. Et puis, la mise en place d'un PRA, je pense, c'est quelque chose d'important pour la résilience globale de l'entreprise et assurer la confiance en vos partenaires. Donc, en fait, ce qu'on s'est dit, c'est qu'aujourd'hui, la sauvegarde est plus importante que jamais. C'est plus uniquement un moyen IT de protéger ses ressources et son exploitation. C'est aussi un rempart contre la cybercriminalité ou l'altération de données. Conjugué avec
des environnements qui sont de plus en plus complexes parce que multi-site, multi-cloud, multi-système, de plus en plus protéiformes. Et vous avez des contraintes réglementaires ou d'assurance ou de conformité qui sont aussi de plus en plus fortes. Et donc, tout l'enjeu, c'est de concevoir une architecture qui soit adaptée à ces différentes contraintes qui s'imposent. Donc, NetWise, nous, on commence à avoir une certaine expérience quand même dans la compréhension de ces besoins-là et dans leur traduction en solutions techniques et de services, puisqu'on travaille déjà pour plus de 250 clients. Il y a quelques logos qui s'affichent là sur ces thématiques-là et d'autres. Et donc, n'hésitez pas, si vous avez des questions, à nous les adresser dans le chat de la plateforme. Ouais. Et sinon, Laurent, le reste de l'équipe et moi, on se tiendra bien sûr à votre disposition si vous souhaitez rentrer dans un cas particulier. Est-ce qu'on a des questions sur le chat? Non? Bah, écoutez, en tout cas… non, je ne vous confirme pas d'autres questions. D'accord. Bon. Eh bien, écoutez, merci d'avoir suivi ce webinaire. N'hésitez pas à revenir vers nous si vous avez des projets, des questions, voilà, des demandes, quelles qu'elles soient. On sera ravis d'y répondre et de vous aider le cas échéant dans l'évolution. Excusez-moi. Si. Il y en a une que je n'avais pas vue, qui est proposez-vous des solutions d'externalisation? Absolument. Dans le cadre de nos propositions de services, nous avons effectivement des offres d'externalisation de sauvegarde qui sont très simples à mettre en place, sur lesquelles vous pouvez activer l'immuabilité, que vous allez, sans trahir de secret, payer en fonction de l'usage, donc à la consommation, quoi. Et qui sont disponibles, qui sont prêtes à l'emploi. Donc il y a juste à trouver la façon dont on peut les intégrer chez vous, ce qui est relativement simple selon les outils de sauvegarde. Et puis voilà, l'intégration est plutôt simple et voilà. Il y a juste un tout petit peu de réflexion à avoir ensemble sur justement la stratégie de quelles données est sur site, quelles données est externalisée, comment je répartis mes stratégies de rétention entre combien de temps. Mais l'intégration technique est extrêmement simple. Et donc, nous, on peut vous accompagner à la fois sur la conception et sur la réalisation de ce genre d'architecture. Oui, le plus long, je pense, c'est de réfléchir à ce que vous souhaitez externaliser chez nous plutôt que extrêmement rapide. Ce qui est bon, c'est pas de cliquer, c'est de réfléchir. C'est ça. Merci à toutes et à tous. Et puis, on vous dit à très bientôt pour un prochain webinaire. Merci. Merci.